merci beaucoup. Je saurais que je présente très rapidement. Donc l'Amphi en a profité pour faire une petite pause déjà, pour prendre une petite pause. Et on est très honorés de votre présence, de votre présentation. On est aussi d'autant plus sensible à votre présentation qu'on sait que vous avez un impératif professionnel de très haut niveau aujourd'hui et que vous nous faites la gentillesse quand même de faire la présentation par vidéo. Donc Jody Soré est la responsable du service programme et plaidoyer de l'UNICEF à la direction du plaidoyer et de la communication. Et donc elle va nous parler d'un des rapports de l'UNICEF, entre autres, sur pauvreté et santé des enfants et en particulier à partir de la pollution de l'air. Merci beaucoup et vous avez la parole. Et ensuite, est-ce que vous pourrez rester un peu pour prendre des questions aussi? Ouais. Merci infiniment, ouais. C'est à vous. Merci beaucoup à vous. Alors, bonjour à toutes et tous. Je ne vous vois pas, malheureusement, mais en tout cas, j'espère que vous me voyez bien et que vous lirez bien cette présentation. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y a un problème technique. Alors, dans un premier temps, ce que je souhaitais faire, c'était peut-être revenir, parce qu'il me semble que c'est un sujet... Là, je vois la caméra qui tourne, donc ça y est, je vois. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, dans un premier temps, avant de rentrer plus précisément dans la présentation du rapport pour lequel j'avais le plaisir de travailler avec Séverine Deguin, mais également avec Santé publique France, et qui avait été publié l'année dernière, me semble-t-il. Je n'ai plus exactement la date en tête, mais en tout cas, avant de rentrer un peu plus dans le détail de ce rapport, je voulais vraiment vous redire que à l'UNICEF France, donc nous travaillons sur un certain nombre de sujets qui concernent notamment la mise en œuvre et le respect des droits de l'enfant en France et à l'international. Mais donc dans le service du plaidoyer, la question de la pauvreté des enfants est vraiment un sujet tout à fait prioritaire pour nous. On travaille énormément sur cette question, notamment parce qu'on a bien conscience des impacts que la pauvreté peut avoir sur la réalisation des droits des enfants dans notre pays. Donc, premièrement, je voulais simplement rappeler, même si peut-être que ce sont des choses dont vous avez bien conscience, qu'un enfant sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté en France, soit presque 3 millions d'enfants. Ce qui nous alerte particulièrement, c'est le fait que, en fait, cette pauvreté, elle ne diminue pas tellement, et qu'on a vu un certain nombre de stratégies de lutte contre la pauvreté se succéder ces dernières années, et que pour autant, on voit bien qu'on a du mal à descendre en dessous de cette barre d'un enfant sur 5 dans notre pays, qui est quand même l'un des pays les plus riches du monde, qui vit en situation de pauvreté. On voit aussi que les enfants ont tendance à être plus touchés par la pauvreté que les adultes. Donc le taux de pauvreté des enfants est de 20,2%, alors que c'est plutôt près de 15% dans la population globale. Donc on peut dire que les enfants sont plutôt plus touchés que les adultes par la pauvreté, et aussi qu'ils sont touchés d'une manière un peu différente. Et avant d'y revenir, je voulais simplement aussi préciser que finalement on parle généralement de données nationales, de données globales, mais elles peuvent cacher des disparités entre les territoires. Et nous, depuis un certain nombre d'années, et particulièrement cette année, l'année prochaine, on a décidé de mettre l'accent sur la question des enfants dans les territoires d'outre-mer, puisque en Guyane, c'est 6 enfants sur 10 qui sont en situation de pauvreté, et à Mayotte, c'est 8 enfants sur 10. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est colossal, en fait, et à quel point ça crée aussi un fossé entre la situation hexagonale et la situation des territoires dits d'outre-mer. Donc, c'est vrai que c'est aussi un enjeu important quand on parle ensuite de l'impact de la pauvreté sur la santé des enfants. Et justement, c'est un enjeu important parce que nous essayons d'avoir une approche multidimensionnelle de la pauvreté. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance, et notamment les pouvoirs publics, à considérer essentiellement la pauvreté monétaire, donc vraiment d'un point de vue purement économique. Et finalement, nous, il nous semble qu'il manque parfois une lecture plus multidimensionnelle qui recenserait les privations qu'implique la pauvreté vécue par les enfants, et qui concerne notamment leurs conditions de vie et finalement leur capacité de développement. On sait bien qu'un enfant qui vit en situation de pauvreté, et je tiens à cette introduction-là parce que c'est aussi des choses qu'on va ensuite pouvoir voir
finalement vraiment mise en application sur le sujet de la pollution de l'air. On sait bien que les enfants qui vivent en situation de pauvreté vont généralement avoir moins accès à des repas de qualité et à des repas en bon nombre pour leur développement. Donc ça pose des questions en termes de nutrition, ça pose évidemment des questions en termes de santé, et il me semble que c'est celle que vous connaissez le mieux. Des privations aussi concernant le droit à l'éducation, puisqu'on sait on a tendance à penser que l'ensemble des enfants sur notre territoire sont scolarisés, mais ça n'est pas le cas. On sait qu'il y a environ, alors c'est toujours des estimations, mais pour reparler des territoires d'outre-mer, que ce soit à Mayotte ou en Guyane, dans chacun de ces territoires, on estime à environ un peu moins de 10 000, entre 5 000 et 10 000, parce que ce sont des estimations de nombre d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Et sur le territoire hexagonal, c'est également difficile de savoir. Mais par exemple, on travaille beaucoup avec les enfants qui vivent en bidonville pour permettre leur scolarisation. Donc l'éducation va être aussi affectée par la pauvreté, par la grande précarité. Évidemment, des enjeux de protection. On sait très bien qu'il y a un nombre important d'enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance qui sont souvent là parce que les parents ont connu des défaillances aussi du fait de problèmes économiques, financiers. Les questions de logement, c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à un logement de qualité, à un logement sain, à un logement durable aussi, c'est-à-dire sans tout le temps être baladé d'un centre à un autre quand on est en situation de grande pauvreté. Et puis aussi les difficultés d'accès à l'eau. C'est très vrai pour les territoires d'outre-mer, c'est vrai aussi pour des personnes qui vivent en grande précarité en France hexagonale. Donc voilà, c'était simplement déjà pour poser un petit peu ce contexte plus global de notre travail en tant qu'UNICEF sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Pour rentrer un peu plus spécifiquement dans le sujet de la pollution de l'air, sur lequel j'ai eu le grand plaisir de travailler avec Séverine Leguin, on avait commencé, nous, d'abord en 2019, à travailler sur la question de la façon dont la pollution de l'air affecte les enfants, plus spécifiquement dans les villes françaises. Et là, on a eu plutôt un focus sur l'Hexagone, puisque les pollutions sont d'une nature un peu différente dans les territoires d'outre-mer. Là, on s'était vraiment concentré sur plutôt la question du transport et notamment de la voiture, puisqu'on sait que aujourd'hui, finalement, la source de pollution dans nos villes est largement liée au trafic routier. On estime, et ce sont des chiffres qui ne sont pas forcément très satisfaisants en tant que tels, mais qui permettent quand même d'avoir une petite compréhension quand même du sujet, que 3 enfants sur 4 sont exposés à un air toxique en France. C'est beaucoup. C'est beaucoup, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle aux pouvoirs publics nationaux, ils n'ont pas vraiment de meilleurs chiffres que ce chiffre qui venait de l'OMS, en fait, qui à l'échelle mondiale avait justement recensé l'exposition des enfants à la pollution de l'air en France. C'était plus de 3 enfants sur 4. Et puis, on s'y est beaucoup intéressé parce qu'on sait que ça concerne un grand nombre d'enfants, mais aussi parce qu'on sait que l'exposition à la pollution de l'air va avoir des impacts possiblement graves sur la santé des enfants. Je compte pas forcément rentrer vraiment dans le détail parce que je pense que vous connaissez peut-être ces problèmes-là, mais globalement, on parle d'une augmentation des risques de développer des problèmes respiratoires, une moins bonne immunité aussi pour les enfants qui sont exposés à la pollution de l'air. Donc tout ce qui va être maladie respiratoire, tout ça, je pense que c'est assez instinctif, on y pense assez facilement, mais on pense peut-être un peu moins à d'autres pathologies pour lesquelles des études récentes ont révélé des liens avec la pollution de l'air, et c'est notamment le diabète, l'obésité, mais aussi la dépression. Donc finalement, on voit bien, contrairement à l'idée qu'on peut avoir seuls les poumons qui seraient vraiment concernés qui seraient vraiment affectés par la pollution de l'air, en fait, c'est vraiment l'ensemble de la santé de l'enfant qui va être affecté. Quand on a commencé à travailler sur ce sujet-là, finalement, on s'est vraiment intéressé aux enfants dans leur ensemble, justement parce qu'ils étaient si nombreux à être concernés. Mais ensuite, on a voulu aller un petit peu plus loin, et justement parce que à l'UNICEF France, on a vraiment cet intérêt pour les enfants les plus vulnérables, de se poser la question finalement des enfants en situation de pauvreté. Donc finalement, on est parti avec une question, un questionnement qui était peut-être un peu naïf. Est-ce que les enfants qui vivent en situation de pauvreté sur notre territoire sont plus exposés à la pollution de l'air? Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, notamment au travers des travaux menés par Séverine, on s'est rendu compte que c'était pas on pouvait pas le dire si facilement.
Et même si on a tendance quand même à avoir un lien entre l'exposition à la pollution et la pauvreté des enfants, on ne peut pas parler de quelque chose de systématique, en fait. Et donc, on avait décidé de se concentrer notamment sur plusieurs villes qui avaient fait l'objet d'études justement dans les recherches de Séverine Léguin. Et en fait, on s'est rendu compte que les situations étaient un peu différentes aussi parce qu'elles étaient souvent héritées d'une histoire de l'urbanisme assez différente. On pourrait y revenir un peu plus dans le détail si vous voulez pendant les questions-réponses, mais globalement, on s'apercevait que dans l'agglomération de Lille, les concentrations moyennes de dioxyde d'azote augmentaient avec le niveau de défaveur socio-économique. Donc ça voulait dire clairement que les plus pauvres ont tendance à être plus exposés. C'est plutôt l'inverse qui est observé dans l'agglomération de Paris, où les concentrations moyennes de dioxyde d'azote diminuent avec le niveau de défaveur sociale, même s'il peut y avoir des poches de pollution, mais globalement, les plus riches peuvent avoir tendance à être plus exposés, notamment parce que on peut penser notamment à un certain nombre de quartiers très riches, notamment par exemple le 16e arrondissement, qui sont finalement notamment juxtés qui sont traversés par le périphérique. Donc finalement, on voyait que c'était un peu moins évident, même si on voit bien que notamment historiquement, il y a des quartiers plus pauvres qui ont pu hériter d'une pollution un peu plus importante. Là aussi, on pourrait revenir un peu plus en détail si vous voulez. L'idée ici étant de montrer que quand on regarde les grandes villes, celles qui sont le plus concentrées par la pollution de l'air et qui sont souvent montrées du doigt, notamment par la Commission européenne, on n'a pas forcément vraiment des lignes évidentes qui se dégagent. Et puis, finalement, ce qui était intéressant quand on regardait la situation de Lyon, c'était que c'était plutôt les familles moyennes qui étaient les plus exposées. Donc, finalement, on n'en tire pas forcément la conclusion très simple de les enfants les plus pauvres sont les plus exposés. C'est beaucoup plus complexe que ça. Pour autant, ce qui a retenu notre attention, c'est qu'en fait, les enfants les plus pauvres sont en revanche toujours plus vulnérables que les enfants moins pauvres. Donc là-dessus, c'est en revanche un peu plus clair. Ce qu'on a regardé notamment, c'est la notion d'exposome, sur laquelle on avait aussi beaucoup travaillé avec Santé publique France, puisqu'on a eu la chance de travailler avec Stéphanie Van Den Toren de Santé publique France, qui est justement elle-même spécialiste des questions des inégalités sociales et de leur impact sur la santé. Et donc, on a considéré finalement cette notion d'exposome, qui est la totalité des expositions auxquelles un individu est soumis de la conception à la mort. Et nous, on a aussi voulu finalement isoler certaines périodes vraiment clés, notamment pour le développement de l'enfant. Et là, on pense notamment à la période des 1000 premiers jours qui a fait l'objet d'une attention un peu renforcée ces dernières années, même très renforcée ces dernières années. Et en fait, cette notion d'exposome, elle était intéressante parce qu'elle nous permettait vraiment de voir en fait l'ensemble des expositions. Alors nous, même si on considère davantage l'enfance, parce qu'on regarde ici la situation des enfants, mais finalement de voir que les enfants vivant en situation de pauvreté sont généralement dans des milieux et avec des conditions de vie qui vont faire qu'ils vont être finalement fragilisés et donc se retrouver plus vulnérables lorsqu'ils sont exposés à la pollution de l'air. Donc, c'est ce qu'on inscrivait ici. Les enfants pauvres sont plus susceptibles de cumuler d'autres expositions environnementales néfastes en plus. Donc, ça revient finalement à ce que je disais tout à l'heure un peu quand on parlait de pauvreté multidimensionnelle, notamment avec les enjeux de précarité du logement. C'est-à-dire que si, pour être très concrète, si on est exposé, par exemple, à une pollution intérieure très forte, notamment liée, par exemple, à la présence, à un chauffage inadapté, à des moisissures dans son logement, typiquement, ça va faire que l'organisme est fragilisé et donc quand on se retrouve exposé à la pollution de l'air extérieur, on va dire l'organisme se défend beaucoup moins bien et est beaucoup plus fragile. C'est aussi le cas du bruit qui du coup va générer un stress important et on sait qu'un organisme sous stress va avoir tendance à être plus fragile. Aussi, une des enjeux liés à l'alimentation dont je parlais tout à l'heure comme l'une des dimensions qui peut être affectée par la pauvreté, quand l'organisme de l'enfant est plus faible parce qu'il mange moins bien, parce que son alimentation est moins riche en nutriments essentiels, en vitamines, nécessairement il va se retrouver plus fragile face à la pollution de l'air et en fait ainsi de suite. On peut vraiment dérouler, je pense, l'ensemble, et c'est aussi un enjeu par rapport à la qualité du sommeil.
Donc finalement, quand on voit tout ça mis bout à bout, on se rend bien compte que les enfants vivant en situation de pauvreté sont plus vulnérables en général et que du coup, face à la pollution de l'air, leur organisme va être moins fort. Et même si, alors, on a inscrit ce chiffre, enfin, on n'a pas voulu donner ce chiffre, qui est qu'à Paris, les habitants les plus pauvres risquent 3 fois plus de mourir d'un épisode de pollution que les habitants les plus riches. Ça concerne pas spécifiquement les enfants parce que globalement, on manque de données concernant les enfants. Mais en tout cas, on voit bien que finalement, ces inégalités sociales, elles vont vraiment avoir un impact sur la santé. Donc, c'était pas évident sur l'exposition. En revanche, on voit bien qu'il y a des évidences plus importantes du côté de la vulnérabilité et de l'impact de la pollution de l'air sur les enfants. Et donc, finalement, nous, ça nous a amené ensuite à émettre un certain nombre de recommandations. Mais juste avant ça, je voulais vous parler d'un cas un peu plus pratique sur lequel on s'est penché. Alors, il y a peut-être 2 choses à considérer dans cette diapositive. À gauche, plutôt, alors je ne sais pas si pour vous c'est à gauche ou à droite, mais en tout cas, le dessin qui représente plutôt une situation à laquelle on a eu à faire face dans la ville de Saint-Denis, où finalement une décision a été prise de faire des travaux, notamment alors dans le contexte plus global des Jeux Olympiques, et sur lequel nous on s'était notamment engagé, puisque il était question de construire une bretelle d'autoroute juste à côté d'une école, enfin de plusieurs écoles, et donc on savait que 700 enfants allaient être exposés de façon plus importante qu'ils ne l'étaient déjà, puisque la ville de Saint-Denis est déjà une ville très très polluée, qu'ils allaient être donc exposés aux pollutions liées à la construction d'une bretelle d'autoroute. Tout en sachant qu'en plus, dans le tout premier rapport que j'ai abordé de façon beaucoup plus rapide, on montrait bien que, en fait, la proximité avec un axe routier va vraiment générer des risques plus importants en termes de santé. C'est-à-dire que c'est assez instinctif, mais ça fonctionne bien aussi. Il y a d'autres choses qui peuvent entrer qu'il faut aussi considérer. Est-ce que c'est une zone qui est très venteuse, donc du coup ça va avoir tendance à disperser les polluants. Voilà, c'est souvent des équations un peu complexes. Mais en revanche, on sait très bien que plus on rapproche un axe routier majeur d'une école, plus les enfants qui sont dans cette école risquent d'être fortement exposés. Donc là, on avait vraiment une inquiétude sur ce cas-là, et on pourra y revenir dans les questions-réponses si vous voulez. Mais globalement, ce dont on s'était rendu compte, c'est qu'on parlait quand même d'une école avec des enfants qui étaient quand même plutôt en situation de pauvreté, voire des familles qui étaient quand même en assez grande précarité aussi, parce que parfois des familles qui avaient un parcours migratoire encore récent. Et donc finalement, ça a généré plusieurs entraves pour se mobiliser contre ce projet, qui étaient parfois des parents qui ne parlaient pas français, des parents qui avaient une mauvaise connaissance des implications de la pollution de l'air sur la santé de leurs enfants, et puis globalement aussi un vrai blocage des pouvoirs publics qui peinaient à penser que la santé de ces 700 enfants et leur intérêt supérieur, donc c'est des questions dans l'article 3 de la Convention des droits de l'enfant, devaient véritablement primer sur les avantages, notamment économiques, qui allaient dérouler de ce réaménagement. En fait. Donc, si vous voulez, on pourra en rediscuter. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que finalement, c'est souvent dans des écoles où des populations plus pauvres envoient leurs enfants qu'on peut se retrouver avec des situations de pollution plus importantes. Et là, je pense aussi, si on parle de la situation parisienne, à certaines écoles qui vont être vraiment à proximité du périphérique. Ensuite, nous, on avait commencé à réfléchir justement à la possibilité de faire ou pas un lien entre une exposition forte à la pollution de l'air et le fait d'être une école REP ou REP+. Alors, on avait commencé à travailler un peu et en fait, j'ai voulu vous remettre ici le tableau de la répartition des établissements scolaires localisés sur la métropole de Lyon en fonction du niveau moyen de concentration en dioxyde d'azote à risque supérieur ou non à la norme européenne de 40 mg par mètre cube en moyenne annuelle. Donc, l'idée pour nous, c'était de comparer les écoles non REP et les écoles REP ou REP+, et de regarder si elles avaient tendance à être plus exposées. Donc finalement, ce qui était ressorti, donc je vous laisse regarder les chiffres, c'est plus facile que de commenter des chiffres à très haute voix, mais en gros, pour beaucoup moins d'établissements en REP, au total, donc 208, on voyait qu'il y en a 5 qui dépassaient les normes, alors que ici, donc, c'est 740 établissements contre 208 dans la situation des REP, et c'était quasiment le même chiffre.
Donc, si on en juge uniquement à ces chiffres-là, on aurait tendance à penser qu'on a plus de risques d'être exposé à des dépassements des normes de pollution de l'air quand on est dans une école REP que quand on ne l'est pas. Pour autant, on avait quand même pris des précautions et on avait dit que c'était plutôt une piste à creuser ensuite et que ça ne suffisait pas à, on va dire, émettre des conclusions formelles. Mais en tout cas, voilà, c'était un peu une question qu'on avait voulu se poser et qui est encore à investiguer un peu davantage. L'idée étant de soutenir ensuite notre autre demande qui était finalement de mieux prendre en compte les cumuls de fragilité dans les politiques publiques de réduction de la pollution atmosphérique. Donc avec un certain nombre de recommandations que vous voyez sur l'écran et qu'on n'a pas forcément ici détaillées, mais qui visaient quand même à dire que malgré cette vulnérabilité accrue des enfants et encore plus importante des enfants en situation de pauvreté, c'était finalement un peu un impensé des politiques publiques de santé, même si ça a tendance à évoluer, mais en particulier s'agissant des enjeux de la pollution atmosphérique qui se retrouvent en plus traités par un nombre assez important d'acteurs. Donc nous, ce qu'on avait recommandé, c'était vraiment de renforcer la prise en compte des enjeux sociaux dans l'élaboration des politiques de lutte contre la pollution de l'air. À l'époque, quand on a rédigé ce rapport, c'était encore assez peu de temps après la discussion de la loi sur les mobilités. Et finalement, cette question de la dimension sociale, alors de la vulnérabilité des enfants, elle avait à peine été abordée, si je puis dire, et c'est parce qu'on l'avait beaucoup poussée, mais vraiment la question de la plus sociale et de la pauvreté n'avait pas forcément été très bien prise en compte, ni dans le diagnostic des situations, ni dans l'accompagnement vers la transition. Et c'est notamment aujourd'hui des questions qui se posent par rapport aux zones à faible émission mobilité dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, bien renforcer cette prise en compte des enjeux sociaux, notamment dans toutes les analyses qui permettent ensuite de mettre en place des politiques à l'échelle locale. Appliquer les exigences de justice sociale aux mesures de réduction du trafic routier. Ça, finalement, c'est ce que je disais aussi par rapport aux zones à faible émission de mobilité. Si je caricature, l'idée n'est pas de dire aux personnes vivant en situation de pauvreté, en fait, votre voiture qui est très polluante, vous n'aurez plus le droit de l'utiliser dans la ville, et en fait, vous n'avez pas de solution. À la fois parce que les transports en commun sont pas toujours satisfaisants, parce que parfois, c'est pas possible de prendre un vélo quand on habite très loin de son lieu de travail. Voilà, un certain nombre finalement de politiques publiques qui impliquent un vrai accompagnement, et c'est peut-être aussi des choses qui ont un peu manqué, en tout cas à l'échelle nationale et peut-être dans certaines villes aussi. Accompagner socialement les changements de mobilité, donc c'est ce qu'on disait dans le sens de mieux accompagner, aussi avec des primes qui soient vraiment ciblées sur les familles les plus pauvres. Mieux protéger la santé des plus jeunes en renforçant les exigences applicables aux établissements recevant des enfants. Comme je le disais, il y a à la fois finalement deux problèmes majeurs aujourd'hui, en tout cas de mon point de vue et de ce que j'ai pu voir. C'est que la loi n'est pas toujours assez exigeante, elle ne reconnaît pas et ne tire pas forcément les conséquences de la vulnérabilité particulière des enfants. C'est vrai dans beaucoup de domaines, mais c'est notamment vrai dans celui-ci. Donc c'est-à-dire que nous, on avait par exemple voulu renforcer on va dire les exigences autour des établissements recevant des enfants dans le cadre de la loi de mobilité. On a réussi seulement à avoir une attention plus importante envers ces publics dans les analyses qui précèdent la mise en œuvre de certaines mesures, notamment des zones à faible émission. Donc voilà, ça restait quand même quelque chose d'assez mou, si je puis dire, mais c'était déjà une première façon de mettre le pied dans la porte. Et puis il y a aussi finalement la priorité qu'on va aussi en tant que société sur la protection de la santé des enfants. Quand il y a une décision de justice administrative qui reconnaît que finalement tout bien pesé, c'est vrai que cette bretelle d'autoroute, ça vaut le coup de la construire, quand bien même on voit que ça va avoir un impact indéniable sur certains enfants. On peut aussi s'interroger sur la façon dont nous-mêmes, en tant que société, donc ça se traduit aussi dans notre justice, on priorise les choses. Moi, si je me base, si je réfléchis tout simplement au regard des engagements qu'a pris la France avec la Convention des droits de l'enfant, dont on est nous-mêmes, on essaye de faire respecter sur le territoire français. Bon, l'intérêt supérieur de l'enfant, il s'appelle l'intérêt supérieur de l'enfant parce qu'il est censé être supérieur aux autres intérêts. Aujourd'hui, je suis pas sûre que dans l'ensemble des politiques, et notamment dans celle-ci, ce soit véritablement le cas. Donc, c'est aussi un vrai travail de plaidoyer à faire de notre côté. Puis,
également améliorer la prise en compte des enfants dans l'élaboration des politiques de santé environnementale. Comme je le disais, aujourd'hui, on voit bien que la question de l'enfant, c'est pas forcément celle qui ressort le plus quand on parle de santé environnementale, même si il faut bien dire que, notamment au travers des plans nationaux santé-environnement, c'est quand même quelque chose qui progresse largement. Hein. Vraiment que je veux pas donner l'impression que rien n'est fait, mais simplement qu'il reste encore probablement des choses à faire, notamment pour mieux traiter cette vulnérabilité spécifique des enfants. Et puis, peut-être, et ça, sur le plan vraiment plus de la santé que je souhaite préciser, parce qu'il me semble que c'est quand même un sujet qui vous intéresse particulièrement, ce qu'on avait voulu creuser, nous aussi, c'était la question du rôle potentiellement des PMI, parce que c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre donc de la protection maternelle et infantile. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de services de protection maternelle et infantile qui ne fonctionnent pas forcément très bien pour de nombreuses raisons, mais notamment des manques de moyens, parfois des difficultés à recruter des professionnels, à les garder aussi. Mais nous, c'est vraiment, je pense, finalement, la PMI, quelque chose qui est vraiment très important et qui peut permettre aussi, justement parce qu'il y a ce lien vers les publics les plus vulnérables, de pouvoir sensibiliser sur un certain nombre de choses et juste sur un certain nombre potentiellement même de maladies et de pouvoir faire en sorte que on puisse diagnostiquer aussi certains problèmes de santé plus tôt pour pouvoir mieux les prendre en charge. Et je pense notamment à l'asthme, où finalement, ça va être souvent plus difficile de poser un diagnostic d'asthme et donc un accompagnement adapté pour un enfant vivant en situation de pauvreté ou de très grande précarité que pour un enfant qui finalement a un accès plus régulier et plus facile aux différents professionnels de santé. Donc là aussi, c'est une vraie réalité. Comment est-ce qu'on fait en sorte de sensibiliser et de mieux diagnostiquer pour pouvoir mieux accompagner avec en plus un problème de renoncement aux soins chez les personnes et dans les familles en situation de pauvreté qu'il est important d'avoir aussi en tête parce que et c'est vrai pour l'ensemble des pathologies qui ont tendance à être favorisées, dont le développement est favorisé par l'exposition à la pollution de l'air. En fait, la situation se dégrade au fur et à mesure de la vie. Et donc, moins on le traite tôt, plus ça coûte cher ensuite à titre individuel à la personne sur ce que ça lui coûte dans sa vie, mais aussi plus globalement au niveau de la société. Donc moi, finalement, je voudrais terminer sur cette idée que même si nous, évidemment, on a un tropisme sur le respect des droits des enfants et la santé des enfants en tant qu'UNICEF, évidemment, c'est notre rôle. Il y a aussi vraiment, je pense, une question plus globalement en termes de société à se poser sur les implications des enjeux de santé environnementale qui commencent très tôt et l'impact qu'elles ont sur toute notre société quand on voit des personnes qui tombent parfois malades avec des maladies chroniques, tout simplement liées à la façon dont nous vivons et aux expositions que connaissent les enfants dès leur plus jeune âge. Donc voilà, je crois que j'ai respecté à peu près en dépassant d'1 minute mon temps, mais je pense que maintenant l'idée c'était de pouvoir aussi avoir un échange et voilà, très preneuse de vos questions, de vos réactions. Merci beaucoup.